Eh bien, bonjour et bienvenue sur le Figaro Bourse. Nous recevons aujourd'hui Romain Baucher, qui est responsable de la gestion action chez Amundi, et François-Xavier Chauchat, qui est économiste et membre du comité d'investissement de Dorval AM. Alors les marchés ont très mal réagi à l'annonce du Brexit. Toutes les places financières se sont effondrées vendredi. Les marchés continuent aujourd'hui de baisser. Certains commentateurs parlent du krach du siècle. On est quelque chose d'aussi grave peut-être que la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Donc c'est de toutes ces questions dont on va parler. Alors première question, est-ce que vous avez l'impression que les marchés surréagissent à ce qui s'est passé, ou est-ce que finalement, eh bien, cette baisse est la réponse adéquate qu'on peut attendre au minimum d'un événement qui est quand même assez sérieux, assez grave? Ce que l'on peut dire, c'est que quelque part, les marchés ne peuvent pas être accusés de surréagir, puisque d'une part, ils avaient progressé à due concurrence la semaine passée, envisageant un scénario plus favorable de maintien dans l'Union, et le marché avait progressé près de 9 à 10%. Donc quelque part, il n'a fait que rendre ce qu'il avait donné peu de temps avant, et qu'en revanche, pas plus tard qu'au mois de février, nous étions sur des niveaux finalement inférieurs au niveau actuel. Donc parler de surréaction serait nier ce qui s'est passé la semaine et le semestre précédent. Donc aujourd'hui, nous sommes malheureusement sur un événement politique majeur qui donne lieu à une réaction assez prévisible, avec d'ailleurs, on pourra le rappeler, des distinctions assez parfois contre-intuitives, puisque les marchés les plus chahutés sont les plus éloignés au Japon, et le cœur de la crise, le marché anglais, est celui qui a été le moins attaqué finalement, puisque le gros de la correction s'est fait beaucoup plus sur la livre que sur les bourses anglaises. On peut avoir l'impression que le Londres n'a pas tellement baissé, mais la livre a tout de même, exactement, pour ceux qui investissent en dollars et en euros, l'impact a été quand même assez fort. C'est également votre avis, les marchés ne sont pas en train de surréagir ou... Alors, il y a certains éléments de surréaction, mais ce qu'il faut souligner, vous parliez de Lehman Brothers, le Brexit, c'est un Lehman Brothers politique. Ce n'est pas un Lehman Brothers économique ou financier. C'est ça qui est difficile à apprécier pour les investisseurs, pour les gérants. On peut tout à fait cohabiter avec une reprise économique et une crise politique. C'est un peu ce qu'on connaît d'ailleurs en Europe depuis 3 ans. On est dans une crise politique larvée, voire qui s'exprime fortement dans certains pays. Mais la reprise économique est présente, la reprise des profits aussi, la baisse du chômage. Donc la question, c'est de savoir si le Brexit va mettre fin à ce paradoxe d'une économie qui s'améliore avec une politique qui se détériore. Et de ce point de vue-là, il y a des éléments pour penser qu'effectivement il y aura quelques impacts, mais il n'est pas dit que ces impacts soient suffisants pour justifier des marchés beaucoup plus bas. Alors les éléments de surréaction, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit mon camarade sur le fait que effectivement il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant. Je dirais, même la livre sterling, elle n'est que 4% en dessous de ces niveaux de mi-février. Hein, ce n'est pas extraordinaire. En revanche, l'élément de surréaction notable, je pense, c'est sur les banques européennes. Parce que sur les banques européennes, on a perdu 18% vendredi. Après Lehman, on avait perdu 5,90%. Donc il faudra m'expliquer comment le choc du Brexit pèse presque 4 fois Lehman. Ça me paraît bizarre. Le niveau aujourd'hui de l'Eurostoxx Bank, hein, l'indice qui mesure la performance des banques en Europe, est au niveau de mi-2012, juillet 2012, juste avant le discours de Draghi, en pleine marasme. C'est la zone euro. Voilà, c'est la zone euro. Ouais. Donc dans un marasme total. Donc là, il y a quand même des éléments de surréaction. Donc il me paraîtrait logique, puisque ce n'est pas un Lehman Brothers économique et financier, que la bourse mette dans les prix d'ici quelques jours l'ensemble de ce choc. Alors, il y aura quand même des implications économiques dans cette affaire. La bourse ne baisse pas dans le vide. Pour nous, il y a 2 impacts majeurs, et dont l'un d'ailleurs explique la situation quelque part bancaire. L'impact sur le change et un impact sur les taux d'intérêt. Puisqu'effectivement, les 2 paramètres majeurs qui gouvernent une économie, plus que la bourse, qui est là pour anticiper ce qu'elle devine dans l'économie à venir, ce sont vraiment les changes et les taux. Au niveau du marché des changes,
Là, ça a plutôt un impact sur des compagnies exportatrices. Ce ne sont pas tant d'ailleurs les banques. Les banques ont eu plutôt un réflexe de repli sur soi. Depuis la crise de 2008-2009, il y a eu une forme de renationalisation. Les banques sont moins exposées aux dettes étrangères, donc en clair, moins exposées aux effets change, et ont plutôt eu tendance à essayer de définir des périmètres beaucoup plus resserrés. En revanche, là où les banques sont quand même directement impactées, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les banques sont structurellement attaqué quelque part, et pas que depuis les événements de vendredi, depuis maintenant plusieurs mois, c'est que nous sommes en train de réaliser que le monde est bien ancré dans un scénario, ce qu'on appelle de stagflation, en clair, pas d'inflation, pas de croissance, qui s'accompagne d'un mouvement de baisse des taux qui n'est plus un mouvement de baisse des taux, qui est maintenant une inscription des taux d'intérêt à un niveau zéro quand ils ne sont pas négatifs, et que ce contexte-là rend très difficile la génération de profits pour une banque. Donc pour nous, ce n'est pas tant une question de solvabilité comme au lendemain de Lehman Brothers, où progressivement, nous avons réalisé qu'il y avait des risques de solvabilité sur certaines banques. D'ailleurs, certaines ont fait faillite. Ça a commencé par une faillite d'une banque. Lehman a fait faillite. Là, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans une problématique de nous avons recapitalisé les banques, elles ont un bilan solide, mais pour l'actionnaire, il ne faut pas seulement que la banque ne fasse pas faillite, ça c'est le problème du porteur d'obligation, il faut qu'elle génère des profits. Et comment est-ce qu'on génère des profits quand les taux maintenant sont envisagés comme devant rester au Japon, en Europe, aux États-Unis, entre 0 et voire moins que 0 pendant des années. Et là, ça devient très difficile, parce que là, les dépôts bancaires, qui étaient normalement leur richesse, ne servent entre guillemets presque plus à rien en termes de génération de profit, ils coûtent. Les marges d'intérêt, quand on vous fait un prêt, sont dérisoires. Et là, c'est plus cette problématique-là pour nous qui, aujourd'hui, peut expliquer, même si les réactions sont probablement un peu excessives, peut expliquer que, bien que l'on ne parle pas de risque de solvabilité, il y a un vrai problème de génération de profitabilité. D'ailleurs, les Japonais avaient montré la voie de ce point de vue-là il y a maintenant des années. Alors au-delà des bancaires, on voit toutes les valeurs industrielles qui ont beaucoup baissé. Les analyses de Goldman Sachs craignent une récession en Grande-Bretagne pour 2017. Est-ce que pour l'ensemble de la cote, il n'y a pas un problème peut-être de surévaluation des actions par rapport aux perspectives de profit? Oui, voilà. Mais ça, c'est la clé. Maintenant, c'est la perspective économique. Hormis pour le Royaume-Uni, où une récession est probable, par choc de confiance, par hausse de l'inflation et donc perte de pouvoir d'achat du fait de la baisse de la devise, par aussi déplacement de certains investissements à l'extérieur du Royaume-Uni, oui, c'est assez probable. La question, c'est le reste. Et l'économie britannique pèse 2% de l'économie mondiale. Vous avez vu une économie de cette taille en Russie faire 5% de récession, il n'y a pas eu d'impact sensible sur l'économie mondiale. Donc si c'est isolé au Royaume-Uni, à ce moment-là, il faut tout acheter, parce que ça ne justifie pas une telle crise. Mais il y a évidemment des conséquences. Les conséquences, d'abord, c'est que pour l'Europe, le Royaume-Uni, c'est 10% des échanges intra-européens. Donc ce n'est pas négligeable. Ensuite, évidemment, avec la baisse du sterling, les entreprises qui sont en concurrence avec des entreprises britanniques sur les marchés extérieurs, que ce soit dans les services ou dans l'industrie, vont souffrir. Et puis, il y a les questions fondamentales aussi de disruption. C'est-à-dire qu'on a vu, vous vous souvenez de Fukushima, on s'est aperçu tout d'un coup que Peugeot ne pouvait plus livrer ses voitures parce qu'il y avait un petit bout de la chaîne de production qui était resté là-bas. Les chaînes de production sont très intégrées. Si aujourd'hui l'Angleterre tombe, il y a aussi des risques qu'on s'aperçoive que certaines entreprises qui n'étaient pas nécessairement sur une liste très exposées soient exposées. Donc ça, c'est les effets négatifs. En revanche, il y a quand même, heureusement aussi, des effets moins négatifs. D'abord, la zone euro pourrait bénéficier dans certains secteurs de rapatriement d'investissements, évidemment en pensant à la City par exemple, vers des places financières comme Francfort ou Paris, donc ça c'est un des éléments. Et puis aussi, ce qui va déterminer fondamentalement la différence, vous savez les économistes, l'OCDE, le FMI, ils ont toute une fourchette d'estimation de l'impact du Brexit. Ça va d'un choc bénin pour la zone euro, enfin pour le reste de l'Europe, à, pour l'OCDE, 0,5% de croissance en moins dans les 2 ans. Ça, c'est très mauvais, 0,5% de croissance annuelle en moins. Ce qui va déterminer la différence entre le scénario bénin et le scénario plus sérieux, ce sont les effets de contagion. Et ça, c'est très compliqué parce que les effets de contagion par les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt en Italie, en Espagne, des pressions sur le zloty polonais, etc. Ça, c'est délicat, c'est très politique. Et ça va être très influencé par ce qui va se passer maintenant en Grande-Bretagne politiquement.
Après cette baisse des cours, cette forte baisse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement, quand on voit le comportement de toutes les valeurs de la cote européenne, ce qui a plutôt bien résisté sont les valeurs défensives, les groupes d'agroalimentaire, de consommation non durable, les valeurs immobilières en Europe ont également tenu. Vous, chez Amundi, qu'est-ce que vous en concluez comme stratégie d'investissement après ce qui s'est passé? Nous concluons deux choses, une affirmation géographique, une autre plutôt stratégique. Géographique tout d'abord, nous avions l'intime conviction en début d'année que les émergents avaient connu 3 années de crise et que c'était le moment de revenir vers les marchés émergents. Plus que jamais aujourd'hui, ils montrent toutes leurs vertus. Ils l'ont montré vendredi en étant quasiment indifférents à ce qui s'est passé dans le monde développé. C'est un choc européen qui a eu des contagions immédiates via le change sur le marché japonais. Et même dans une certaine mesure, on peut presque dire que les États-Unis ont presque plus baissé que les marchés chinois ou indiens. Donc on voit bien l'intérêt aujourd'hui d'être dans un marché, d'être tourné vers des marchés émergents qui, eux, ont connu leur période difficile pendant 3 ans, mais qui sont justement en train d'en sortir et qui sont assez éloignés de ces problématiques-là. Les matières premières ont fait leur point bas, les devises émergentes avaient été déjà fortement dépréciées. Et donc la seule source d'inquiétude dans ce genre de scénario qui viendrait d'une appréciation du dollar et donc qui rendrait les devises émergentes trop fortes, comme elles partent de très bas, n'en est plus une. Donc aujourd'hui, le monde émergent est une zone attractive. Pour nous, c'est incontestable. Ils ne sont qu'au début de leur redressement. Deuxième conviction, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment vous étiez positionné dans les portefeuilles, c'est la poursuite d'une tendance de fond qui finalement n'en finit pas. Tendance de fond qui tente à privilégier les valeurs qui ressemblent le plus possible à des obligations, c'est-à-dire avec des flux les plus visibles possibles. Vous citiez l'agroalimentaire, l'immobilier, ce qu'on appelle des quasi-obligations, parce que si vous avez des flux très récurrents sur la durée, finalement, vous allez être plus comparable dans votre comportement à des obligations qui, elles, n'en finissent plus de voir leur taux baisser, puisque même aux États-Unis, où on parlait de hausse de taux il y a encore 48 heures, tout d'un coup, maintenant, les obligations à 10 ans, à 30 ans américaines refont des nouveaux plus bas au niveau des taux d'intérêt. Donc forcément, dans la cote, c'est ce qu'on observe depuis 6 ans et qui, à chaque fois, doit soi-disant être terminé tous les 6 mois et qui n'en finit plus, aussi longtemps que nous serons ancrés dans un paysage économique de reprise laborieuse poussive et où la menace est d'abord peut-être plus déflationniste qu'inflationniste, ce type de configuration risque de perdurer. Donc c'est ça qu'il faut acheter. Ça fait 6 ans qu'il fallait pas les vendre, surtout qu'il fallait les garder. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas envie de me défaire d'une foncière européenne, d'un groupe agroalimentaire solide, parce qu'effectivement, ça me paraît un petit peu tôt, surtout post-Brexit. Là, on pouvait encore avoir une tentation la veille, le lendemain, ça paraît un peu plus difficile, de se jeter sur une banque italienne en péril et qui aujourd'hui ne connaît pas son mécanisme de résolution, ou si, on le connaît. C'est ce qu'on appelle le bail-in, c'est sauvé par les actionnaires. Donc pour l'actionnaire, ce n'est pas le scénario idéal. Et non plus sauvé par le contribuable, même si c'est sain à court terme, ce n'est pas totalement rassurant pour les acteurs fragiles. Et de la même manière, pour les acteurs très cycliques, on voit bien quand même que les doutes qui pèsent sur la croissance, même s'ils sont que de quelques dixièmes de points, peuvent suffire à rendre plus poussif le redressement des valeurs cycliques aujourd'hui en zone euro. François-Xavier Chauchat, vous pensez également qu'il faut rester sur les valeurs défensives ou est-ce qu'on peut profiter? On a vu les valeurs automobiles qui ont fortement baissé, des choses comme Schneider Electric, tout ce qui est lié aux dépenses d'investissement. Quelle est votre stratégie chez Dorval Finance? Alors, chez Dorval, on a Asset Management, puisque maintenant nous appelons Dorval Asset Management. J'ai un point d'accord total sur les émergents. Je pense qu'effectivement, l'intérêt pour les sociétés sensibles au marché émergent va se renforcer. Et la stabilisation que l'on voit dans la baisse de l'inflation en Russie, au Brésil, même en Turquie, sont des signes excellents. En revanche, là où je suis moins d'accord, c'est sur ce qu'il faut faire, sur la notion de défensive et sur l'idée qu'il faut écarter totalement les cycliques. D'abord, la notion de défensive et de valeur quasi-obligataire a beaucoup changé. Il ne faut pas oublier que les valeurs soi-disant quasi-obligataires des services collectifs comme EDF, comme E.ON ou RWE se sont écroulées depuis 3 ans en bourse. Donc, ce ne sont pas nécessairement des bonnes réponses. Les défensives d'aujourd'hui ne sont pas les défensives d'hier. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, il y aura un ralentissement économique en Europe sur certains secteurs. Peut-être l'automobile n'est pas forcément très bien positionnée par rapport à ça, mais il y a des valeurs cycliques, par exemple dans la construction. Tout ce qui est relance
par la monnaie, par les taux d'intérêt, mais aussi par le budget, parce que l'énorme différence avec le choc de 2011, par exemple, le dernier grand choc européen, c'est que 2011, c'est un choc budgétaire majeur. L'austérité, la hausse des impôts, ça a cassé tout un certain nombre de secteurs domestiques très cycliques. Ces secteurs domestiques cycliques aujourd'hui, au contraire, ils restent à favoriser, ils sont au début de la reprise, ils n'ont parfois même pas entamé leur reprise. Donc oui, au thème cyclique très domestique. Dernière question pour rester dans l'ultra défensif. En 2 mots, qu'est-ce que vous pensez de l'or l'un et l'autre? On va encore monter, on va baisser? Il faut reconnaître que dans un contexte qui est celui du Brexit, dans un contexte où d'un coup il y a un océan de doute face à nous, les 2 seuls actifs qui ont connu une appréciation, et c'est ce que nous anticipions malheureusement, on aurait aimé éviter le Brexit, c'était d'une part l'or, surtout à partir du moment où on parle de taux négatifs, parce que de ce cas, ce qui était reproché à l'or de ne rien rapporter, si à côté les liquidités vous coûtent de l'argent, devient nuancé. Et d'autre part, ce qu'on appelle la volatilité, acheter des produits dérivés qui finalement sont indexés sur l'agitation des marchés. Le marché est de plus en plus agité. Donc effectivement, ce sont les 2 seuls actifs qui se sont appréciés dans la journée de vendredi. Maintenant, ce ne sont pas pour nous des actifs qui peuvent constituer le cœur d'un portefeuille. Il faut continuer à considérer que oui, dans un monde sans inflation, détenir des obligations, des emprunts d'État américains, détenir des obligations privées européennes, même quand elles rapportent du 1,5, 2, 2,5%, ce n'est pas une aberration en cœur de portefeuille quand les taux d'inflation anticipés sont aussi faibles et aussi proches de zéro depuis plusieurs années. Le point essentiel ici, c'est qu'après une crise comme ça, il y a beaucoup mieux à faire que l'or, qui ne rapporte rien. Ça a beaucoup monté quand même. Oui, il n'y a pas de coupon attaché ou de dividendes attachés à l'or. Donc vous êtes prisonnier de la hausse ou de la baisse des prix. Ça me paraît extrêmement dangereux. Il y a beaucoup mieux à faire que ça. C'est de protéger ou de couvrir. C'est ce qu'on a fait dans Dorval Flexible Monde, qui a très bien résisté vendredi d'ailleurs, grâce à cette stratégie. C'est d'acheter des obligations américaines à long terme qui aujourd'hui rapportent du 1,5% sur du 10 ans. 1,80 ou même 2% sur du 30 ans. Donc il y a un vrai rendement, contrairement à l'Europe. Et c'est ça l'or du monde aujourd'hui. La valeur refuge, ce sont des treasuries en dollars. Et ça, au moins, ça rapporte, contrairement à l'or. Donc moi, grosse préférence pour les treasuries américains par rapport à l'or. Bien, merci pour votre analyse, pour vos conseils stratégiques. Et à très bientôt pour une prochaine émission pour le Figaro Bourse. Merci. Merci.